Ma présentation est sous le titre Systèmes alimentaires urbains. Quelle transformation est adaptée pour qui? Et vous allez savoir très bientôt pourquoi je pose cette question. Alors d'abord, je vais commencer un peu aussi avec une introduction. Je vais parler du contexte, quelque chose qui a déjà dit M. Burchon, qu'en fait, la population mondiale, d'abord, elle est en train de croître, mais clairement, ce qu'on voit aussi sur cette graphe, que la population urbaine croît beaucoup plus que la population rurale. Et puis, bien sûr, ça engendre un nombre de défis. On a entre autres que certainement que pas seulement les grandes villes grandissent, mais certainement aussi les villes secondaires qui ont une forte croissance. Et puis là, on a aussi entendu dans une présentation précédente que beaucoup de problèmes en fait existent dans ces villes secondaires parce qu'autour de la sécurité alimentaire et des autres problèmes qu'ont ces villes secondaires. On a aussi déjà entendu qu'il y a une transition fluide entre urbaine, périurbaine, qui complique la planification et la mise en œuvre des interventions, justement des interventions qui assurent que toute la population, toute la société dans une ville est bien nourrie et bien sûr aussi nourrie d'une manière équilibrée. Après, on sait, et puis ici je me concentre plutôt sur les villes dans le sud, on sait que le pouvoir d'achat dans ces villes secondaires est bien sûr relativement faible comparé aux villes, aux zones urbaines dans les pays industrialisés. Ça, c'est juste un peu quelque chose que je voulais mentionner dans le contexte. Et puis maintenant, je vais continuer en parlant un peu des défis. Dans le passé, on a beaucoup parlé de la sécurité alimentaire dans les zones rurales. Et puis maintenant, le défi est, maintenant on parle des villes qui grandissent vite, qui se développent, qui en fait ont des autres valeurs nutritives. Il y a beaucoup de changements d'habitudes de consommation, de comportement qui sont liés à un prestige parce que le voisin il fait ça, je dois aussi le faire. Entre autres, la tendance vers le fast-food comme exemple. Mais bien sûr, il y a aussi les aspects climat qui sont devenus beaucoup plus importants dans les situations villes comparé à la campagne. Alors, les visions des villes modernes ou villes vertes, souvent, en fait, quand on regarde un peu dans le sud, on voit que dans ce développement des villes, souvent les citoyens pauvres et vulnérables sont négligés. Ils sont un peu oubliés parce qu'il y a tellement d'autres priorités dans ces villes qui grandissent rapidement. Après, on voit clairement aussi l'hygiène alimentaire est souvent insuffisante, entre autres parce que les chaînes de froid qui sont souvent très peu fiables, surtout aussi dans les situations où il y a des supermarchés qui évoluent et puis qui se mettent en place. Mais après aussi dans les marchés, là où les transactions entre les biens d'alimentation se font, il manque souvent l'eau potable pour bien laver ou bien à la fois les mains pour assurer une bonne hygiène, mais aussi pour laver les produits soi-même. Alors, ce qu'on observe aussi, bien sûr, dans les villes dans le sud, que la gouvernance est peu décentralisée. Ça veut dire souvent on a au niveau national des bonnes politiques pour assurer que les systèmes alimentaires servent à tout le monde,
Mais si on regarde un peu plus près, ces politiques ne sont pas mises en œuvre au niveau district, au niveau ville. Et puis ça, bien sûr, ça c'est un grand problème. Alors ça, c'est un peu les défis. Et puis maintenant, je vais vous parler de comment l'organisation pour laquelle je travaille, Helvetas, Swiss Intercoopération, comment elle réagit à ces changements, à ces trends qu'on voit clairement dans l'urbanisation. Dans notre stratégie, déjà dans la stratégie précédente, on a inclus l'espace urbain comme quelque chose qu'on veut beaucoup plus prioriser. Et puis aussi, dans notre stratégie présente, cet accent est devenu de plus en plus importante. Et puis notre focalisation est beaucoup plus au niveau urbain, pas seulement parce que c'est là où les choses se passent, mais aussi parce qu'on voit aussi que la pauvreté, en fait, se déplace des zones rurales vers les zones urbaines parce que, justement, les gens, ils bougent. Et puis, du coup, notre devoir de regarder qu'est-ce qui se passe dans ces villes, comment nous, comme organisation, on peut appuyer surtout les plus démunis avec le slogan « Leave no one behind ». Maintenant, nous, bien sûr, on travaille souvent avec des bailleurs, avec des gouvernements, entre autres suisses, la DDC ou le SECO, pour mettre en œuvre des projets. Mais on essaye aussi de nous diversifier. Et puis on a cherché aussi une collaboration, entre autres, avec la ville de Zurich. Et puis la ville de Zurich, elle est aussi en train de se diversifier, de changer un peu leur approche, comment appuyer le développement dans les pays tiers, entre autres dans les pays du Sud. Et du coup, on s'est trouvé, et puis on a trouvé, on pourrait faire une de ces partenariats ville de ville que, entre autres, M. Burchon a parlé dans sa présentation, mais aussi Alvin l'a mentionné que c'est quelque chose qui est aussi important au niveau suisse. Et pour nous, on est engagé que ces partenariats peuvent vraiment évoluer entre une ville dans le nord, ici dans ce cas la ville de Zurich, et deux villes dans le sud. Je vais parler des villes un peu après. Et le rôle de la ville de Zurich est clairement pas seulement donner de l'argent en financement, c'est important, mais ce n'est pas ça que la ville de Zurich veut. Eux, ils aimeraient aussi partager et apprendre avec des villes dans des partenariats avec des villes dans le sud. Alors un partage technique, on sait la ville de Zurich a déjà développé une stratégie alimentaire et puis ça, bien sûr, ça a créé une certaine expérience et puis cette expérience, on aimerait aussi porter dans nos villes partenaires dans le sud. Mais aussi, la ville cherche à contribuer à un dialogue politique. Nous, comme gestionnaires de projet, on essaye bien sûr de mettre en place dans des projets qu'on met en place dans ces villes. Alors, qui sont ces villes? On a choisi deux villes, une ville sur le continent africain et puis une ville en Asie. C'est Mbeya en Tanzanie et puis Cox's Bazar à Bangladesh, dans partie est de Bangladesh. Les deux villes, c'est des villes secondaires avec une croissance rapide, avec aussi des chiffres inquiétants au niveau malnutrition. Malnutrition, soi-disant, les gens n'ont pas une sécurité alimentaire, mais on observe aussi dans certains cas que, en fait,
les gens sont surnourris ou bien même obèses. Alors, notre partenariat avec ces villes dans le sud se focalise beaucoup sur les systèmes alimentaires et se focalise certainement sur les populations les plus démunies qui habitent souvent dans les bidonvilles, qui sont bien sûr identifiés comme avoir souvent pas assez de revenus pour se garantir une nourriture suffisante et saine. Ici, vous voyez sur ces cartes où se situent ces villes. C'est des villes qui sont situées, dans les deux cas, un peu dans la périphérie des pays. Cox's Bazar est très connu aussi pour l'événement qui a eu lieu au Myanmar, où 1 million de minorités Rohingyas étaient renvoyées, se sont installées à Cox's Bazar, et puis bien sûr ça crée un microcosme très particulier qui a aussi bien sûr une influence sur les systèmes alimentaires dans cette ville de Cox's Bazar. Alors pour ça, cette ville est extrêmement intéressante, voir quels sont les effets d'un tel affluent de personnes dans très peu de temps. Au Tanzanie, on a choisi la ville de Mbeya. C'est une ville qui est à la frontière avec la Zambie et le Burundi. En fait, Mbeya est, on parle en anglais, on parle d'un food basket. C'est vraiment une région qui a une forte production alimentaire. Et puis la sécurité alimentaire n'était pas, bien sûr, comme priorité. Pourquoi on a choisi cette ville, mais justement pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans une ville qui est, par définition, devrait être food secure, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Est-ce qu'on trouve aussi des personnes, des gens qui manquent ou bien qui ont un accès à la nutrition qui est pas bien équilibré? Vous voyez ici que, en fait, quand on parle des villes secondaires, on parle des villes avec 300 000 ou bien presque 500 000 habitants. Alors ici on compare avec la Suisse, oui. La ville de Berne a à peine 500 000 habitants. Alors ici c'est clairement une ville secondaire. Mais on voit clairement qu'il y a un fort taux de pauvreté, un peu plus élevé au Cox's Bazar avec 30% comparé à Mbeya. Et puis on voit quand même une grande partie de la population, presque un tiers ou un quart de la population qui vit sous la seuil de la pauvreté. Ça un peu pour vous donner une vue d'ensemble de ces deux villes partenaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ces projets? Comment on intervient? L'approche système alimentaire, nous on considère c'est une approche holistique et centrale dans la planification en fait des interventions dans ces deux villes. Il y a un clair focus sur les populations les plus démunies et vulnérables. Ça c'est vraiment quelque chose de très important, mais aussi assez difficile. On doit vraiment regarder où sont les zones dans une ville qui sont défavorisées et pourquoi, et puis toute une recherche se fait autour de ça. Après, l'approche est aussi très orientée vers les résultats. Et puis ici, vous voyez que dans les résultats, on ne regarde pas seulement la sécurité alimentaire, mais on regarde aussi des aspects de santé, des aspects socio-économiques et bien sûr aussi des aspects environnementaux. On veut améliorer tout ça. Et puis tout ça, en fait, là, on parle de la transformation. Dans les interventions
comme c'est pour nous encore des projets relativement récents ou nouveaux, pour nous c'est très important qu'on fait une analyse approfondie au début de la phase. Ça veut dire on a une phase d'initiation où on a fait des baseline dates, des baseline surveys, des enquêtes de base pour bien comprendre quelle est la situation de notre groupe cible et puis en fonction des résultats de cette enquête, après de définir comment on peut changer, comment on peut transformer ce système pour justement qu'il nous présente des résultats positifs. Je ne vais pas vous ennuyer avec toutes les interventions qu'on a mises ici, mais ça dépend bien sûr aussi beaucoup quelles sont les priorités des villes. Mais une chose qui est sûre, l'approche qu'on prend, ça inclut beaucoup bien sûr de changer la vie des populations démunies, mais aussi de créer ces liens entre les villes dans le nord, les villes dans le sud, et puis aussi de lier ces villes à des mouvements internationaux. Ça, c'est bien sûr aussi très important. Ici, juste un petit extrait des résultats de ces enquêtes qu'on a fait. Par exemple, là, on a essayé d'analyser avec un groupe de 300, presque 400 personnes, quelles sont les habitudes de consommation, quelle est la diversité des consommations. Ici, c'est un groupe de femmes entre 15 et 49 ans, et puis on voit clairement qu'il y a très peu de consommation régulière des œufs, par exemple, des noix, aussi des produits laitiers. Ils sont en faible consommation, bien irréguliers. Et puis après, il y a des aliments énergétiques comme des céréales, comme des tubercules qui sont consommés régulièrement. Et puis avec ces résultats, on a après essayé de comprendre après pourquoi en fait ces populations sont, par exemple, ce qu'on voit, et puis ça nous a beaucoup surpris, il y a 20% de personnes qui étaient dans l'enquête qui sont considérées comme obèses d'après les standards internationaux qu'on a ici appliqués et testés. Ça, c'est juste un petit extrait. Ici, on a aussi essayé de comparer quelles sont les différences entre les villes dans le sud et puis quelles sont les grandes différences avec les pays industrialisés. Juste deux, trois choses que j'aimerais mentionner. C'est les cadres légaux sont, j'ai déjà dit ça, sont existants, mais à la mise en œuvre au niveau local, c'est faible. Il n'y a pas vraiment de stratégie dans les villes, stratégie alimentaire ou bien système alimentaire. Il y a, quand même, il faut le dire, c'est la conscience et le comportement des consommateurs ne sont pas orientés vers la santé et l'environnement, ils ont des autres priorités. Et puis, les villes ne sont pas encore actives dans les réseaux internationaux. Cet échange n'est pas encore présent dans les villes. Une chose qu'on a rencontrée, c'est particulièrement en Tanzanie, les villes étaient conscientes du dialogue sur les systèmes alimentaires au niveau global, le Food System Summit. Ça, quelque part, ça nous aide de démarrer avec ce projet. Typique des différences très typiques, c'est au Cox's Bazar, par exemple, l'hygiène alimentaire est plus faible qu'en Tanzanie. Et puis, il y a aussi des systèmes politiques qui sont beaucoup plus centralisés au Bangladesh comparé au Tanzanie. Il y a bien sûr aussi beaucoup de différences avec les villes dans le nord. Je ne vais pas
vous ennuyer avec ça parce que c'est pour beaucoup de vous, ça c'est relativement clair. Un peu comme conclusion de notre engagement dans les systèmes alimentaires, la transformation de ces systèmes, le comportement des consommateurs insuffisamment et conscient de l'environnement et de la santé. Et puis ça, en fait, c'est vrai pour les pays dans le sud, mais bien sûr aussi dans le pays du nord. Après, les systèmes alimentaires urbains au sud et au nord sont exposés à de fortes variations de marché des prix. C'était déjà dit, la guerre en Ukraine a bien sûr montré que ça avait un effet, et puis ce qu'on voit clairement que les populations défavorisées sont disproportionnellement affectées. Et puis la dernière chose, au nord et au sud, il y a une forte dépendance des systèmes alimentaires mondiaux. Et c'est important qu'avec les villes, on construit des filières courtes, des filières avec les zones périurbaines pour augmenter la souveraineté et la résilience de ces systèmes. Je pense aussi avec le changement climatique, ces aspects deviennent de plus en plus importants. Avec ça, je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il semble que le micro marche maintenant, si quelqu'un a une question. Oui, alors déjà merci, c'était vraiment très intéressant ce sujet-là. Et quand vous dites justement le partenariat donc, entre ville du Sud, ville du Nord, alors je trouve ça très intéressant. J'ai même l'impression qu'en fait, c'est pas dans un seul sens. Comme souvent, on a justement le Nord qui donne du savoir ou des leçons au Sud. Mais là, est-ce que c'est pas un petit peu dans les deux sens? C'est-à-dire que ce que vous avez analysé dans les villes du Sud, est-ce que finalement ça peut pas être aussi intéressant pour certaines villes du Nord, comme Zurich ou autres? Est-ce que les leçons apprises, est-ce qu'on ne peut pas justement apprendre des leçons dans ce que vous avez étudié auprès des villes du Sud qui seraient peut-être applicables ou transposables dans les villes du Nord? Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Alors, si je ne l'ai pas dit, c'est clairement quelque chose que j'aimerais soustraire que en fait, l'apprendissage est clairement dans les deux sens. Si par exemple on regarde des circuits circulaires, ou bien des systèmes économiques circulaires, ceux-là, ils sont encore beaucoup plus présents dans les villes du Sud. Il y a très peu de déchets qui se font, il y a des pertes en avant de la production, mais clairement, il y a des choses que aussi, ici, les villes dans le nord peuvent apprendre des villes dans le sud. Dans ce cas, ce partenariat et puis cet échange est basé sur vraiment un apprentissage. C'est pas, nous on sait, vous avez à apprendre, non, c'est clairement, on essaye d'établir un échange sur same height. Autre question? Non. Ok. Merci beaucoup. La Suisse, elle n'est pas différente du reste. Et oui, on apprend aussi du sud, du sud global. Et on a aussi nos propres circuits courts, etc. Et c'est Gaëtan Morel, il est chargé de projet économie locale et durable de la ville de Genève. Il est aussi responsable du projet Nourrir la ville et il travaille dans le cadre de l'agenda 21. Bonjour tout le monde, merci beaucoup à Christine pour l'organisation. Donc un peu de patience pour avoir un peu
diversité de genre, puisque c'est Sarah dans 10 minutes, donc dernière intervention masculine avant de passer aux femmes. Voilà, d'introduction. Donc là, je pense que c'est assez intéressant, après tout ce qu'on a entendu, de voir comment est-ce qu'on peut appliquer au niveau d'une ville concrètement une politique alimentaire, une stratégie alimentaire. Donc c'est ce que je vais vous présenter en 10 minutes, parce que je crois qu'après, on doit quand même avoir un petit peu de temps pour une table ronde. Donc je vais tâcher d'être assez rapide, et puis si jamais, on reviendra sur un point ou un autre. Donc avant peut-être de rentrer sur la question de la stratégie alimentaire de la ville, la stratégie régionale, peut-être juste présenter rapidement ce qu'est le programme Nourrir la Ville. Donc si jamais j'ai amené des petits flyers sur lesquels ces différents axes sont présentés, donc je vais les passer assez rapidement, mais peut-être le socle de la politique alimentaire de la ville dans ce programme Nourrir la Ville. Ce premier axe, promouvoir les circuits courts agricoles et alimentaires, c'est vraiment l'origine, l'histoire en fait de ce programme, de commencer en fait par travailler, valoriser la production agricole locale et régionale auprès des différents publics urbains. Donc là, on parle des particuliers, des écoles, des restaurants, de la restauration scolaire, etc. Donc tout ce qui est public urbain, et puis de faciliter l'accessibilité en ville pour cette production agricole locale. L'autre élément important dans cet axe, c'est le fait de soutenir et renforcer la visibilité des filières agricoles paysannes qui sont particulièrement engagées sur le plan écologique et de la durabilité sociale. On va aussi travailler sur la production au sens large, donc le label Genève Région Terre Avenir, donc c'est toutes les formes d'agriculture, mais étant dans le service qui s'occupe de durabilité, les projets qui sont particulièrement innovants sur le plan écologique ou social vont faire l'objet d'une attention accrue. Je vous ai mis quelques exemples de projets qui sont relatifs à cet objectif-là. Le festival de la vente directe et de la production biologique Festi-Terroir, le concours de la restauration durable à Tarbes, qui est d'ailleurs en plein cours en ce moment dans 56 restaurants du canton. Et puis un point qui est relativement important, c'est la mise à disposition de locaux commerciaux, de locaux de transformation, de locaux de vente pour la production artisanale, production agricole locale. Le deuxième axe de ce programme, c'est peut-être celui qu'on a le plus renforcé et sur lequel on a le plus travaillé ces 2 ou 3 dernières années. C'est notamment lié au fait que la ville de Genève s'est dotée d'une stratégie climat, excusez-moi, et donc on a pu travailler davantage sur ce point-là. C'est favoriser la transition vers une alimentation durable. Donc évidemment, il y a toute une question d'information, il y a la promotion en fait des régimes alimentaires qui sont à la fois bons pour le corps et à la fois bons pour la planète, puisqu'on sait que ces deux éléments en fait convergent au niveau des régimes alimentaires qui sont préconisés, donc c'est tant mieux. Également tout ce qui est pratique, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, agroécologique, donc qui ont un impact plus faible sur le climat et qui améliore la biodiversité. Et puis dans cet axe-là, on a aussi discuté, commencé à réfléchir autour du développement d'une politique alimentaire territoriale. Comme exemple concret peut-être de projets qu'on a menés dans cet axe-là, j'en mentionnerai un, c'est l'élaboration et la mise en œuvre d'une charte de l'alimentation durable en ville de Genève, que vous trouvez si jamais sur les pages Nourrir la Ville, et qui s'applique autant aux organismes de restauration qui travaillent en direct en ville, donc restauration scolaire, crèche, réception, mais qui est aussi aujourd'hui reprise dans le cadre des marchés publics pour tout ce qui est délégation ou mise à disposition de services de restauration sur le territoire de la ville. Le troisième axe, là je ne rentre pas en détail parce que ce n'est pas tout à fait le sujet du jour, c'est le développement de l'agriculture urbaine et notamment de tout ce qui est initiative de potager urbain avec les habitants, mais aussi certaines entreprises ou certains projets entrepreneuriaux qui expérimentent l'agriculture urbaine avec vraiment un volet commercial ou un certain volume.
Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pour avoir un petit peu comparé ce qui se fait dans d'autres villes de Suisse, peut-être une chose qu'on a pu faire de manière assez intéressante sur la ville de Genève, c'est qu'on a vraiment complètement intégré en fait la politique alimentaire dans la stratégie climat de la ville. On a tout un axe qui concerne la consommation responsable, et évidemment l'alimentation occupe une place importante, cruciale dans le changement climatique. Donc voilà, on a toute une série de mesures que je ne vais pas pouvoir avoir le temps de développer ici, mais pour en donner une et montrer effectivement aussi dans la foulée des présentations qu'on a eues aujourd'hui, qu'on a pris parti, en fait, la ville de Genève a pris parti, dire qu'on pouvait, en tant que représentant de la consommation alimentaire en ville, affirmer le rôle de la ville également dans tout ce qui est production agroalimentaire. Et donc on a cette mesure 1 de l'axe 1, donc c'est pratiquement une des premières mesures qui figure dans la stratégie climat, qu'il s'agit de soutenir financièrement le démarrage de projets agroécologiques au sein du Grand Genève, évidemment en concertation avec les partenaires du Grand Genève, avec le canton, puisque voilà, la ville de Genève n'a pas de compétences agricoles directement. Cette slide-là, je ne vais pas m'arrêter très longtemps parce que je crois que ça a été suffisamment développé jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce qu'on finalement les villes sont impliquées dans les questions agricoles, dans les questions alimentaires? On l'a passablement vu, simplement pour un petit retour en arrière où lorsqu'en 2010 ou en 2015, on devait vraiment encore justifier politiquement le fait d'avoir simplement un poste qui est dédié à ces questions en ville de Genève. Aujourd'hui, en quelques années, peut-être en 5 ans, vraiment le fait que les villes occupent une place dans la définition de politique alimentaire, dans un système alimentaire, c'est vraiment confirmé. Et voilà, aujourd'hui peut-être on a moins besoin de présenter une slide comme ça parce que c'est relativement évident que les mangeurs se trouvent dans les centres urbains, que l'industrie agroalimentaire a finalement éloigné mangeurs et producteurs, et puis qu'on a besoin, une nécessité absolue de vraiment se réapproprier son alimentation, de connaître les réalités agricoles qui nous entourent et de renouveler un contrat entre ville et campagne, mais en tout cas de réengager un dialogue entre ces deux mondes qui finalement ont peut-être perdu pas mal de proximité. Là aussi, je vais aller très vite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, simplement dans les enjeux qu'on constate dans l'application, en tout cas dans la recherche d'une stratégie alimentaire au niveau d'une ville. Peut-être, je vais simplement citer celui que j'ai mis en gras, c'est qu'il y a effectivement un décalage assez important entre un idéal de durabilité qu'on essaye de promouvoir à travers un service Agenda 21 qui est vraiment focalisé sur la durabilité des pratiques agroalimentaires, et puis les pratiques de consommation qu'on peut constater dans les faits, dans la réalité. On voit qu'il y a aujourd'hui une difficulté assez énorme du commerce de proximité, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, à simplement avoir une clientèle. Donc c'est vrai qu'entre cet idéal et puis ce qui se passe dans la réalité, malheureusement il y a encore beaucoup de travail à faire, et c'est un grand enjeu pour les années à venir. J'en viens et je terminerai avec 2-3 slides sur la question des systèmes alimentaires territoriaux, et puis ça donnera l'occasion à Sarah ensuite d'enchaîner avec la maison de l'alimentation. En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui du système alimentaire territorial. C'est un petit peu la terminologie qui est partagée au niveau international, donc c'est bien de la reprendre. Moi, je me disais finalement une stratégie, c'est aussi un terme que peut-être je trouve plus adéquat, parce que finalement c'est la vision partagée par un certain nombre d'acteurs sur un territoire vers laquelle on veut faire tendre une politique agroalimentaire pour ce territoire. On a un objectif, et alors qu'un système, c'est plutôt un processus en mouvement constant. Il y a déjà un système, mais il n'est pas forcément coordonné et conscient. Et bien sûr, on doit l'améliorer, on doit le rendre plus démocratique, on doit le rendre plus durable. Mais voilà, le système existe déjà. Alors peut-être déjà commençons par définir une stratégie commune. Sur le territoire, est-ce que ça inclut ou non le Grand Genève? Est-ce que ça inclut le transfrontalier?
pour la ville de Genève, et en tout cas je pense pour la maison de l'alimentation Mater, on a l'impression que oui, le territoire inclut la région plus généralement, mais ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Et puis cet adjectif de durable, jusqu'à où on place le curseur, est-ce qu'on essaye simplement de trouver un dénominateur commun qui est acceptable, ou est-ce qu'on définit et on travaille vraiment sur une définition holistique de la durabilité? Est-ce qu'on intègre la transition écologique par rapport aux impératifs de production? Est-ce que l'équité des rémunérations est intégrée ou non? Donc comment mettre en place une stratégie alimentaire pour le territoire? Donc au niveau de la ville de Genève, évidemment, on n'est pas tout seul et on n'a pas la légitimité pour porter cette stratégie alimentaire pour un territoire. Donc on a fait le choix de participer dès le début à la constitution de la maison de l'alimentation du territoire de Genève, Mater. Donc, je suis également dans le comité de Mater, et c'est essentiellement par ce canal-là, par le biais de cette structure, qu'on imagine pouvoir aujourd'hui organiser une concertation entre les organisations, une majorité d'organisations et d'institutions qui sont actives dans les divers domaines de l'alimentation sur les territoires. Donc là, évidemment, on a tout le panel des secteurs qui sont concernés, de l'agriculture aux consommateurs en passant par les collectivités publiques. Et ensemble, avec cette multitude d'acteurs, comment est-ce qu'on arrive à définir une stratégie commune, voilà, dans cette optique de fourche à la fourchette, pour améliorer en fait notre système alimentaire. Une des grandes questions qui est ouverte, peut-être Sarah y reviendra, c'est est-ce qu'on doit finalement définir un panel de personnes qui sont représentatives des différents secteurs liés à l'alimentation, ou est-ce qu'on implique aussi les citoyens, comme l'a fait tout à l'heure, nous a expliqué tout à l'heure le représentant de l'OFAG avec cette assemblée citoyenne. Est-ce qu'on arrive à faire les deux, c'est-à-dire d'avoir un comité un peu d'experts ou une sorte de conseil alimentaire, mais aussi peut-être un pendant avec une implication citoyenne, une participation vraiment réelle. Voilà. En tout cas, je trouverais intéressant que peut-être ces deux éléments se combinent. L'idée d'une stratégie alimentaire pour le territoire, c'est de définir des projets communs, de renouer dans ce dialogue qui est peut-être mis à mal aussi ces dernières années avec pas mal d'objets politiques qui concernent l'agriculture, donc de vraiment discuter, de se remettre autour de la table entre les milieux agricoles et puis la population au sens large. Mais c'est aussi effectivement d'aborder peut-être les divergences plutôt que voilà, de les laisser sous le couvercle de vraiment aborder peut-être les difficultés et puis les points de divergence qu'il y a entre ces différents acteurs. Je termine avec ça. Quelles seraient les formes d'un système alimentaire durable territorial ou d'une stratégie alimentaire durable? Je crois que la gouvernance, elle est à définir collectivement. C'est un processus en soi. En tout cas, au niveau de la ville et puis de Mater, à ma connaissance, on n'a pas encore d'idées vraiment précises. C'est vraiment à définir. Est-ce que c'est un conseil alimentaire? Est-ce que c'est un forum ouvert? Est-ce que c'est une plateforme? Qui est légitime pour porter la démarche? Toutes ces questions-là, elles sont encore ouvertes. Et puis, quels sont les buts et les prérogatives de ce conseil alimentaire ou de cette stratégie alimentaire? Est-ce que c'est simplement un espace de discussion et de concertation? Est-ce qu'on reçoit un mandat politique de l'État, des communes pour mettre en place cette stratégie? Est-ce qu'on va plus loin avec un incubateur à projet? Est-ce qu'on va plus loin encore aussi avec une forme d'organe consultatif qui est censé justement répondre à un certain nombre d'interpellations sur la question alimentaire? Tout ça, ce sont des questions qui sont encore ouvertes. Et puis je termine juste avec un mot, puisque Christine m'avait demandé d'en parler. Quels sont les liens avec le Food Policy Pact de Milan, puisqu'effectivement en 2015 la ville de Genève a signé ce pacte. Je dois être assez honnête avec vous, on n'a pas vraiment utilisé cette plateforme aujourd'hui. On suit un petit peu à distance ce qui se passe, mais on n'a pas vraiment participé à, malheureusement, donc peut-être on pourrait se nourrir un petit peu plus de ce qui se fait au niveau international, mais on est resté un petit peu sur les choses qui se passent en Suisse, avec notamment déjà passablement de discussions avec d'autres villes de Suisse. Et puis,
comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, peut-être un aspect international qui a renforcé, notamment avec ce pacte des villes, Food Policy Pact. Voilà, je m'arrête là et je passe la parole à Sarah Desmailles. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension entre-temps? Ça a l'air clair, oui. J'aimerais peut-être tout juste ajouter que toutes ces discussions avec les villes dont il a parlé, il y a effectivement une étude sur ce qui se fait déjà dans les villes, et c'est Bettina Charin qui est là, qui va présenter les premiers résultats intermédiaires après-demain à Bâle. Alors, il y a il y a vraiment beaucoup qui bouge. Et puis, voilà, c'est Sarah Desmailles qui enfin est là. Ça fait grand plaisir. Montez s'il vous plaît. Elle est spécialisée dans le développement urbain durable et directrice de la maison Mater. Ok, j'espère que vous arrivez à tenir encore 6 minutes. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites, hein, mais je vais essayer d'utiliser cette opportunité. Je n'arrive pas à changer les slides, je ne sais pas pourquoi. Pour vous présenter ce que c'est Mater, l'association qui est multi-acteurs, qui est ni privé ni public, et qui essaye de rassembler dans une même entité des acteurs clés en fait, pour cette transformation alimentaire. Elle a été créée en 2019 sous l'impulsion de l'OCAN, donc l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature. Et avec, voilà, une de ses spécificités, c'est la présence du milieu agricole aussi dans cette initiative. Donc voilà, une des forces de cette maison d'alimentation, c'est que sous son toit, elle a une grande diversité d'acteurs qui ont chacun leur discipline, leur perspective, leur connaissance sur les aspects d'un système alimentaire. On a un nouveau président, Christian Bavarel, représentant de l'OCAN, la Fondation Partage, qui a le volet un peu plus social, accessibilité, banque alimentaire. On a Agri-Genève, qui est le cercle des agriculteurs du canton, la Fédération suisse romande des consommateurs, l'Union des paysannes et femmes rurales genevoises, et comme vous l'avez entendu, Gaëtan Morel. Donc ça c'est pour le comité, mais on a une assemblée générale qui inclut aussi un représentant des fermes urbaines qui, comme mentionné aussi précédemment, l'agriculture urbaine a un rôle très important de cheville entre le monde urbain et le monde rural. Donc on les considère comme des prestataires et partenaires particulièrement précieux. Voilà, qui ont inauguré d'ailleurs récemment leur réseau, les points de relais agricoles en milieu urbain, PRAMU. On a aussi donc AgriVulgue, Slow Food, l'école hôtelière de Genève, la Fourchette Verte, donc aussi des représentants des transformateurs et puis des métiers de bouche. En plus d'avoir une interdisciplinarité dans la moelle, on a une transversalité dans nos missions. Tout d'abord, c'est renforcer ce réseau d'acteurs, du champ à l'assiette et de l'assiette jusqu'au champ de nouveau, hein, vu qu'on a vu qu'il y a pas mal de gaspillage alimentaire, donc une logique d'économie circulaire quand même à améliorer chez nous. Et puis, est-ce qu'une stratégie et un système alimentaire durable territorialisé pourrait cristalliser ces synergies-là, essayer de se débarrasser un petit peu de conflits ou bien d'actions qui s'annulent? Parce que des politiques contre le gaspillage du plastique, est-ce qu'au final elles servent aussi les politiques de réduction du gaspillage alimentaire, sachant que l'emballage peut améliorer la durée de vie des aliments sur les étalages? Il y a plein de petits points comme ça
où il faut en discuter, il faut fixer des priorités ensemble, avoir les différents aspects, les différentes expertises pour prendre les meilleures décisions sur notre territoire. Et puis il y a aussi un volet, il y a des projets, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Comment on peut les valoriser, comment on peut les renforcer, leur donner voilà, plus de lumière et de force. Après, il y a le volet sensibilisation. Et ça, c'est toute la population genevoise qui a besoin d'avoir accès à de l'information, mais aussi des outils pratiques pour être acteur de cette transformation. Donc, pour ça, Mater contribue à travers sa plateforme internet. On va développer tout un calendrier rédactionnel où on va inviter différents experts internes et externes de Mater pour se prononcer. On s'est engagé dans pas mal d'événements, beaucoup d'opportunités en collaboration avec le programme Nourrir la ville. Et puis des ateliers pratiques, notamment dans le cadre de la Semaine du Goût, et puis d'autres événements. Et cet événement-là aussi, merci à Gloire Info pour l'invitation, nous permet aussi de faire parler de cette initiative-là. Voilà. Et puis, le troisième axe de mission, c'est évidemment, tout le long de nos actions, c'est de prioriser une alimentation saine et durable en valorisant le travail incroyable que fait déjà nos producteurs à Genève. Et puis de parler de toutes les contributions des agriculteurs pour l'amélioration de la santé, de l'économie, de la société, de l'environnement. Et je tiens ici aussi à remercier le canton pour son soutien financier, la ville de Genève ainsi que la Confédération. Mater bénéficie et en fait prestataire dans un contrat de prestation pour couvrir certains objectifs du canton et le soutien de la Confédération aussi dans un projet de développement régional. Voilà. Donc j'ai pu parler d'interdisciplinarité, de transversalité. Maintenant j'aimerais aussi parler de diversité de nos activités et des publics. Donc concrètement, qu'est-ce que Mater fait? On fait vivre un lieu physique. C'est des locaux, on a une chance incroyable, on est au premier étage de la ferme de Budé avec 6 feux, une cuisine en fait professionnelle où on peut accueillir plein d'événements du champ à l'assiette justement, avec des visites de la ferme, puis après d'accueillir les gens soit pour des formations, des gens qui ont besoin d'être en réinsertion professionnelle ou sociale. Actuellement, on a Gastro Suisse qui tient une formation dans nos locaux. On a eu un événement Masterchef avec un centre de retraite, une maison de retraite senior. Et puis, on a d'autres événements aussi multiculturels comme Afrique Festi-Food qui se tient pour valoriser aussi les connaissances alimentaires d'ailleurs et pas seulement de chez nous. Un point très important, c'est l'ambition de dérouler 200 classes par an, 200 ateliers scolaires qui ont été designés, mis en œuvre, conceptualisés et validés par le DIP, donc le département de l'instruction publique. Excusez-moi, je commence aussi un peu à fatiguer. Et puis d'autres actions de sensibilisation. Donc on est en train de discuter sur comment on peut plus toucher le tout public, les familles, la formation en fait, des chefs cuisiniers. Dans le cadre du concours de la restauration durable, il y a beaucoup de restaurateurs qui ont été sollicités. Comment est-ce qu'on peut valoriser ceux qui font déjà? Comment embarquer tous les autres qui ne sont pas encore sensibilisés? On a participé aussi à un éco-défi interne en fait, du département du territoire avec 3 événements pour sensibiliser aussi les personnes de la fonction publique. Et puis des entreprises de team building pour des activités de team building. Donc essayer de toucher un petit peu à différentes personnes, différentes audiences.
Et puis, on en parle depuis le début de cet après-midi, une stratégie / un système alimentaire durable territorialisé, c'est en pleine réflexion, mais nous aimerions soit porter, soit accompagner, comme Gaëtan l'a mentionné. Qui est légitime de porter ça? Est-ce que Mater est l'acteur qui doit le faire? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui doivent co-porter? Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut, des réflexions qu'il faut encore mûrir, encore réfléchir, pour ne laisser aussi personne de côté. Donc c'est le sujet aussi de cette journée. Après, il y a aussi l'exploration de synergies potentielles d'acteurs qui peuvent plus travailler ensemble. Et notamment, là, on vient de terminer une phase 1 d'un projet, d'une réflexion, excusez-moi, de mandat entre des coopératives d'habitants et des points de vente directs, semi-directs. Et en l'occurrence, ici, c'est de voir est-ce que les coopératives d'habitants pourraient, dans leur charte, ou pourraient accompagner ou de manière un peu plus institutionnalisée ou plus systématique en fait des points de vente directs ou semi-directs dans leur quartier. Donc comment est-ce qu'on peut renforcer l'approvisionnement durable de quartiers avec des systèmes comme ça? Et là, ça serait en quelques mots de réinventer l'agriculture contractuelle de proximité, mais avec deux acteurs intermédiaires, que ce soit ces points de vente semi-direct ou les coopératives d'habitants. Parce que il y a une vraie souffrance en effet des points de vente directs et semi-directs, et il faut essayer de penser différemment, différemment pour pallier à ces défis. D'un autre projet auquel je peux déjà mentionner, même si on n'est qu'à l'étape 2 de sélection, avec l'autre école, donc l'HES ESSO de Genève, ça serait projet précarité et justice alimentaire. Donc à confirmer, ne prenez pas ça comme quelque chose d'officiel, voilà. Mais dans tous les cas, si ça ne marche pas, on développerait un autre programme social, lui aussi à définir. Voilà. Et puis, je ne sais pas pourquoi ça a croppé, là, le petit bout, mais incuber et soutenir d'autres initiatives, et que ce soit des grands projets comme celui-là de synergie entre coopératives d'habitants et points de vente, ou des beaucoup plus petits projets, comme là en l'occurrence c'était une élève qui faisait sa maturité et qui voulait développer un livre de recettes, donc végétarienne. Donc voilà, quand on parle de SADT, oui, c'est quoi? Gaëtan a déjà proposé certaines définitions, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, Genève a un rôle à jouer pour aussi attraper la vague de ce momentum mondial. Genève a une agriculture qui est extrêmement performante en termes environnement, probablement une des plus performantes au monde, et en tout cas une des plus performantes en Suisse. Donc, comment on justifie qu'on a un taux d'autoconsommation de 7% seulement, alors qu'on a vraiment des produits en termes de... Voilà, qui contribuent à la protection de notre paysage, de la biodiversité, de notre santé. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à plus consommer, à plus valoriser ce qui est fait? Donc maintenant, voilà, la grande question, c'est comment passer de ce système alimentaire globalisé à un système alimentaire durable qui est territorialisé, régionalisé ou relocalisé. Et pour ça, ça a été évoqué, hein, mais le rôle de l'apprentissage de ville à ville est essentiel. Il ne faut pas réinventer la roue constamment. On doit d'abord s'inspirer des exemples, des choses qui ont réussi. Donc j'ai envie de plus me cultiver, notamment avec les exemples comme Zurich, qui est plus en avance que d'autres villes en Suisse. Et puis plein d'autres initiatives qui ont été faites, Freiburg-en-Brisgau, Copenhague, Ghent,
Donc voilà, d'absorber tout ça et puis de voir comment on peut adapter, comment on peut traduire ça dans notre culture, dans nos conditions socio-économiques à Genève. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus pour le moment, c'est en pleine réflexion. Donc je vous garde en suspense et je vous dis to be continued. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension ou on passe tout de suite à la table ronde? Il y a une... Oui. Bonjour, ça fonctionne? Ok. Vous dites qu'il y a un taux d'autoconsommation de 7%. Ça veut dire quoi? Que la production locale permet uniquement de fournir 7% ou c'est que la majorité est exportée? Donc, merci de poser cette question. On a justement discuté avec Valentina juste avant pour bien être au clair. Qu'est-ce que ça veut dire, ce taux d'autoconsommation? Donc, c'est la part de consommation de toute la population genevoise qui s'approvisionne dans la production genevoise. Donc, c'est un peu compliqué, mais on a plus ou moins 14-15% de potentiel d'autoconsommation, mais la moitié qui part en exportation, notamment avec la vigne et les produits de la vigne. Et puis d'autres choses. Et la tomate qui s'exporte bien aussi. Encore une question de compréhension. Un peu plus fort parce que nous, on a... Ah. Ouais, merci. On n'entend rien. C'est un système différent. Moi j'ai entendu. Je peux parler un petit peu. Oui, donc je peux reformuler. Donc c'était une question sur les ateliers scolaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc développé par le DIP, il y avait 2 enseignants qui ont participé en fait à l'élaboration du déroulé de ces ateliers. Et leur force qui est différent ou complémentaire en tout cas à Visite de la ferme, qui touche des classes plus petites, c'est qu'on invite des élèves de cycle d'orientation à faire une visite sur les différents sites des fermes urbaines, collecter eux-mêmes en fait certains ingrédients, passage au point de vente direct ou semi-direct pour compléter en fait le panier dont ils ont besoin. On monte en cuisine. Il y a l'atelier de cuisine, hein, la préparation du repas, où on parle du coup à chaque moment du déroulé de l'atelier des enjeux spécifiques de la production, de la biodiversité, des prix à l'étalage, et puis après la cuisine de tout ce qui est santé, de tout ce qui est gaspillage alimentaire. Quand on mange, voilà, ça crée une vraie expérience. C'est pas juste voilà, un cours dans un livre pour ces jeunes. Il y a un ancrage physique, pratique aussi là-dedans, pour la transmission et puis l'intégration de ces messages. Et à la fin, tout ce qui reste, ils le ramènent eux-mêmes au compost pour se rendre compte un petit peu des choses. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, si vous voulez plus de détails. Non. Oui. Super. Alors, je ne demande plus si quelqu'un d'autre a une question. Merci beaucoup. J'ai le grand plaisir de présenter Valentina Himmler-Maiga, la directrice générale de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature de Genève. Et là, avant de devenir la directrice, elle était comme employée scientifique, et je me souviens quand tu as raconté de cette maison mater, que ça allait se faire, et puis c'était ouais. Alors c'est un peu ton bébé aussi, je crois, on peut dire. Hein? 2000, d'accord. Ben oui, les bébés, c'est toujours... Ok. Voilà. Avant ça, elle était plus de 10 ans à Unitaire, où elle tenait le secrétariat général, n'est-ce pas? Elle s'est battue beaucoup aussi pour l'agriculture de proximité, la souveraineté alimentaire, et ouais, plein d'autres choses. Merci beaucoup d'avoir accepté de modérer cette table ronde.
avec, je crois, il y a du pain sur la planche. Merci encore pour votre patience. C'est vrai qu'on a du retard, donc je vais essayer d'aller vite. J'avais prévu quelques questions, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez prendre la parole, le public. On l'a vu aujourd'hui, on est accueilli dans cette ville de Meyrin qui a eu à cœur d'empoigner cette question de l'alimentation, notamment dans le projet des vergers, mais aussi dans sa planification directrice communale. Donc c'est une commune qui est très engagée. On a vu que la ville de Genève est aussi très engagée sur cette question. Et puis, c'est des villes un peu qui tâtonnent. On l'a vu dans les remarques qui ont été faites aussi par les différents intervenants, et qu'elles essayent d'occuper un espace, mais est-ce qu'elles sont véritablement aujourd'hui encore accueillies dans cet espace? Est-ce que les villes ont véritablement une place? Puisque la politique agricole, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est essentiellement, en fait, pour l'instant décidée à Berne. Les cantons ont déjà quelques difficultés aussi à faire entendre leur voix ou leur spécificité cantonale. Alors les villes, est-ce qu'elles sont, en tant que nouvelles actrices, véritablement écoutées aujourd'hui, que ce soit au niveau du canton, au niveau de la Confédération? Et puis que dire des citoyens, des communautés dans cette question, dans l'objectif de passer d'une politique agricole à une politique alimentaire? Et puis je parle un peu pour moi aussi, parce que je suis ingénieur agronome de formation. Le monde agricole, les milieux agronomiques, qu'ils soient académiques, administratifs, que ce soit le monde paysan ou politique, il a longtemps en fait cherché à conserver un peu ce précaré de la production agricole, avec la crainte probablement que des non-initiés fassent peut-être des propositions un peu réalistes. Et puis, certes, le fait de discuter entre soi, ça a certains avantages, mais aussi des risques. Et petit à petit, on peut constater que ça a provoqué une certaine fracture. Peut-être que, notamment, les nombreuses initiatives qui ont été lancées ces dernières années sont aussi le reflet, en fait, de ce besoin d'écoute de la part de la société civile au sens large. Alors, à l'heure où cette alimentation devient un enjeu important pour toutes et tous, on le sent ces dernières années. Ça se confirme au niveau politique et dans les concertations qui sont menées au niveau international, on l'a vu. Comment est-ce qu'on s'assure que ces différents acteurs ils aient véritablement la possibilité en fait, de s'exprimer? Je vais essayer de poser des questions brèves, avec une réponse brève pour qu'on ait le temps. Je pense que Christine allait voir si on pouvait faire descendre un bout de l'apéro. J'ai peut-être une question à Alvin Kopché de l'OFAG. Donc j'en avais plusieurs, mais je vais m'arrêter sur une. Sur votre intervention, vous avez dit que dans le bilan de ce sommet mondial qui a eu lieu, vous avez évoqué le fait que le focus était un peu resté sur la production. Et vous avez évoqué le rapport du Conseil fédéral sur l'orientation future de la politique agricole. Est-ce qu'il n'a pas fait le même travers dans sa vision 2050? C'est toujours bien si on demande si mon chef a fait une erreur. Non, je pense j'ai aussi mentionné ça. C'est encore un pas à faire d'aller d'une pensée production agricole à système alimentaire. L'agriculture et la production agricole doit devoir jouer un rôle, ça c'est clair, mais la pensée doit être un tout petit peu différente. Mais je pense qu'il y a quand même la volonté d'aller dans cette direction. C'est aussi le Conseil fédéral ne sait pas tout, ça veut dire que ça doit se faire dans un dialogue aussi. On a des consultations officielles qui vont venir. Avant ça, il y a un besoin de dialoguer, d'apprendre d'autres. On n'est pas les seuls qui font ces réflexions. Par exemple, le Canada a introduit des food councils, des assemblées alimentaires. C'est peut-être quelque chose où on peut s'inspirer, même si peut-être en Suisse ça se fera différemment, parce qu'on est quand même dans un État fédéral un tout petit peu différent. Et il y a une pensée comme ça. Après, on a par exemple
la stratégie climatique qu'on est en train de développer, là, on veut donner plus de place déjà maintenant à des régions alimentaires. Alors, c'est toute une pensée qui a lieu maintenant aussi. Et oui, mais on n'est pas encore là où peut-être on devrait être. Une question aussi à Monsieur Burgeon. Un des slogans, c'est « Leave no one behind ». Je vais peut-être pas partir sur le sud pour rester un peu focalisé sur la région. En Suisse, l'enjeu d'une alimentation de proximité, c'est notamment aussi le prix, malgré tout. En tout cas, c'est ce que les gens perçoivent. Vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous l'ont dit, les épiceries locales de proximité, les producteurs ont de la peine à écouler des produits à des prix justes. Et même si, en fait, dans le panier du consommateur en Suisse, c'est 12% 12%, c'est le poids, et les assurances, les loyers, c'est un poids beaucoup plus important dans le porte-monnaie des ménages. Et pourtant, c'est peut-être souvent sur l'alimentation que les familles vont faire des économies. Quelle est votre perception par rapport à ça dans un pays qui est, pour finir, très privilégié, la Suisse, par rapport à d'autres pays? Quelles seraient vos solutions? Bon, alors, je ne suis pas spécialiste de la Suisse, d'abord. mais par contre, je pense effectivement, vous dites 12%. Mais la plupart des pays dans lesquels on travaille, on est au-dessus de 50%. Et dans les pays où moi je travaillais, qui étaient les pays en crise alimentaire, on est à plus de 80-90%. Donc, c'est-à-dire, on est dans des pays où on doit, pour s'alimenter, couper sur tout le reste. Sur les dépenses de santé, dépenses d'éducation, tout ça. Ça, c'est pour le Sud. Alors, pour ici, effectivement, on a tendance à couper les personnes les plus pauvres, parce qu'il y a des pauvres aussi, hein, dans tous les pays. Et là, ce qu'on voit, et là, par contre, ce qui est important, c'est la grosse différence entre nos pays et les autres pays, ce sont les systèmes de protection sociale et les filets sociaux qui permettent justement de mettre à portée de tous des aliments d'une certaine qualité. Puisque, effectivement, ce qu'on voit, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une alimentation saine, suffisamment équilibrée. Pourquoi? Parce que une alimentation saine est trop chère. Et donc, justement, travailler sur tous les aspects, comment mettre une alimentation saine à la portée de tous, mais aussi lutter, je crois que c'était Alvin qui disait 50% de déchets, des pertes importantes en matière de production et tout ça. Donc comment diminuer tous ces aspects-là? Je pense que c'est important pour essayer de effectivement contribuer à ce que plus de gens aient accès à une alimentation saine. Merci. J'ai peut-être une question pour Rudolf Lüthi. Vous avez évoqué les questions liées à ces villes et puis aux enjeux croisés en fait entre la question des systèmes alimentaires, mais aussi de villes vertes, de villes durables, aussi en termes environnementaux. Est-ce que vous avez des exemples où justement cet aspect lié en fait à une urbanisation qui a été évoquée aussi par Martin Sonneveld, est-ce qu'on trouve en fait des planifications urbaines qui arrivent à allier en fait ces différents enjeux d'élassement pour la population, gestion des îlots de chaleur et production alimentaire locale? Merci pour cette question importante et pertinente. Bien sûr, dans les villes du Sud, en fait, c'est surtout les villes, les grandes villes, en fait, qui ont le pouvoir de mieux se préparer, en fait, pour l'exode rural et bien sûr aussi de mieux planifier leur développement. Comme j'ai évoqué un peu ces villes secondaires, ils sont souvent très débordés, ils ont des priorités très différentes que, par exemple, la nutrition, l'alimentation des peuples. Et puis, du coup, ça, c'est des aspects souvent, ils sont un peu délaissés. Pour des exemples, il y en a certains.
Il y a certains des bons exemples, mais ils sont encore beaucoup trop rares. Et c'est pour ça, je pense aussi, cet échange entre les villes, c'est important que les villes, la gouvernance dans les villes, ils réalisent qu'en fait, il y a des chemins différents, mais après, il faut aussi que les ressources, en fait, suivent. On a aussi dit qu'on voit clairement que l'autonomie, surtout de ces villes secondaires, est pas très bien développée. Ils n'ont pas vraiment les ressources pour après faire cette planification, parce que une planification, ça a aussi un coût, et ça, souvent, c'est vraiment en manque. Merci beaucoup. Sarah Desmaillots, par rapport aux discussions qui ont eu lieu cet après-midi, est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, peut-être vous inspirent pour le travail de Mater? Alors oui, et heureusement, j'ai envie de dire. Je pense que le point aussi que, voilà, qui me vient le plus fort, c'est vraiment de rentrer plus en contact avec les gens qui ont déjà avancé, qui ont peut-être 2, 3 pas ou même 10 pas d'avance, et puis d'essayer de nous sauver du temps, parce que voilà, il y a voilà, je le répète, mais ne pas réinventer la roue, même si on va devoir prendre le temps, mettre les gens, les bonnes personnes autour de la table, les bons acteurs, et puis ajuster, adapter, traduire en fait des processus qui ont marché ailleurs, qui juste transposer, calquer comme ça dans le territoire et le contexte socio-économique de Genève ne marcherait pas. Donc ils ont besoin d'être ajustés. Et maintenant, la grande question, c'est quels ajustements il y a besoin. Qu'est-ce qui peut marcher à Genève? Est-ce que tous les outils dont on a besoin existent, ou est-ce que vraiment il faut réinventer quelque chose de nouveau? Mais à mon avis, je pense que la base est là, et que c'est du paramétrage pour qu'on puisse vraiment avancer avec de l'économie d'argent et de temps. Oui. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait, merci beaucoup. Martin Sonnenveld, vous êtes le directeur exécutif du World Food System Center. Est-ce qu'il y a un seul... il n'y a pas de S à système? Donc, est-ce qu'on doit comprendre ça comme il y a un système global mondialisé, un grand, et puis après peut-être plein de petits systèmes alimentaires locaux, et comment on fait l'articulation entre les deux? Ça me fait penser aussi à une des questions qui vous a été posée sur la prise en compte des coûts externes. C'est très louable. Qu'en pense l'OMC? Herzlichen Dank. Vielleicht müsst ihr schnell umschalten. Entschuldigung. Danke für die Frage. Über das S in Systems diskutieren wir immer wieder. Aber ich verstehe es eher eigentlich als ein globales System, das aus einzelnen Systemen zusammengesetzt ist, die miteinander verbunden sind. Und ich würde das als eine Falschinterpretation sehen, wenn man das einfach als das globalisierte System betrachtet. Die Realität zeigt aber, dass wir international wahnsinnig vernetzt sind in einem System, in dem Schocks an einem spezifischen Ort auch Auswirkungen auf ganz viele verschiedene Systeme, Untersysteme haben. Also in diesem Sinn kann ich mit dem ohne S leben, und das triggert immer wieder Diskussionen, das ist auch gut. Ihre zweite Frage, den Schluss habe ich nicht verstanden, und das ist sehr schade, weil alle gelacht haben. Ja, ich habe nur WTO verstanden. Aber vous proposez dans les recommandations sur l'agroécologie de prendre en compte les coûts externes. Désolé. Vous proposez en fait de prendre en compte les coûts externes. C'est une des recommandations du CNS-FAO. Et ma question, c'est qu'en pense l'OMC? Zum Glück weiß ich nicht genau, was die WTO denkt.
es gibt ja auch nicht die WTO. Das ist dann wieder ein Verbund von Staaten, die sich dort auf einer Plattform quasi treffen, um sich auszutauschen. Was mir wichtig erscheint, und das macht einen Link zu, was Dominik gesagt hat, ist, dass wir einen Weg finden müssen, dass Nahrungsmittel... C'est une réponse importante, mais on n'entend rien. Ouais, la traduction... Elle a déconnecté, elle n'était pas sur l'annonce. Parce qu'on ne peut pas changer aussi vite. Ah, pardon. On éteint l'un, Ah, on ok. met l'autre. Désolée. Parce que c'est important la réponse. Donc. Soll ich schnell warten? Jetzt ist, also herzlichen Dank euch beiden zuerst einmal für eure tolle Arbeit. Merci. WTO. Also WTO gibt es ja nicht eine WTO, das sind die Staaten, die sich dort treffen und die auch alle mit ihren Partikulärinteressen dann austauschen. Was mir viel wichtiger erscheint als die Frage, ja, was sagt dann die WTO dazu, ist die Herausforderung, die wir haben, gleichzeitig Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, die verfügbar, also accessible sind, die Leute sich die leisten können und wir gleichzeitig auch nicht auf einem Niveau landen, in dem wir die negativen externen Kosten nicht tragen. Also die Frage ist, aus welcher Box, und jetzt nicht WTO-Box gemeint, sondern aus welchem Teil unseres Portfolios bezahlen wir auch die gesellschaftlichen Kosten, die wir damit quasi mit einbeziehen. Und da hat ja die WTO auch Tools dazu, und jetzt komme ich zu den WTO-Boxen, um die gesellschaftlichen Kosten in irgendeiner Form auch abzufedern. Also ich glaube, es braucht wie zwei verschiedene Diskussionen und jetzt schon über WTO zu sprechen ist viel zu früh. Wir brauchen jetzt auf einer nationalen Ebene zum Beispiel, wie das jetzt auch letzte Woche der Startschuss gefallen ist dazu, ein Verständnis, welche Indikatoren sind wichtig, was wollen wir mit einbeziehen. Und ich glaube, das Konzept der True Cost, wenn wir uns jetzt nicht in den methodischen Details verlieren, weil dort sind wir auch noch nirgends, hat die Kraft, eine Branchenlösung zu generieren, in der wir uns als Branche einigen, auf welchen Rahmen betrachten wir. Und ich glaube, das ist die viel spannendere Frage. Und dann die Frage, wie wir das dann gemäß WTO-Richtlinien reinbekommen, das ist dann wie eine spätere Frage. Das ist ein bisschen tricky. Dernière question à Gaëtan Morel, après je donne la parole à la salle. Gaëtan, pour toi, quels sont les ingrédients en fait pour tendre vers des villes qui soient justement légitimes, pour travailler sur les questions alimentaires, qui soient conscientes de leur rôle aussi dans ce panel d'acteurs et qui soient entendus par le canton, par la Confédération? Moi, j'ai l'impression que la discussion du jour montre qu'il y a déjà une reconnaissance de la part de la Confédération et puis de la FAO du rôle des villes. Donc je trouve que c'est déjà un bon premier pas, parce qu'effectivement, il y a quelques années, je crois qu'on n'en était pas là. Le dialogue aussi qui a été mené en 2021 montre que voilà, les villes étaient aussi consultées pour donner leur avis, donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, peut-être ce qui manque, c'est effectivement que ce qu'on voit sur voilà, cette transformation des modèles agricoles, le fait de passer d'une logique de production, donc de politique agricole fédérale, à une vision un peu plus systémique, que ça se concrétise en actes. Et là, moi, ce qui me fait un peu souci, je dois dire, c'est de voir que peut-être au niveau des offices fédéraux, on prend conscience de ça, et qu'en revanche, au niveau politique, et là je pense au niveau parlementaire, au niveau Conseil fédéral, on est très loin, très éloigné de cette conception un peu plus globale et holistique. Donc là, je ne sais pas si c'est les offices, la FAO, qui peut faire ce travail, les représentants de ville, les représentants cantonaux. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau régional, au niveau ville et canton, on arrive à travailler sur les objectifs, et puis qu'après, au niveau fédéral, au niveau international, on est complètement en décalage. Merci beaucoup pour cette intervention. Peut-être que celle-ci, comme les autres, elle vous appelle à des questions, des réflexions. Donc,
La parole est à vous. Oui. Alors, 1, 2, 3. Bonjour, merci beaucoup. Christophe Gaulet, je travaille sur le droit à l'alimentation et le droit des paysans depuis quelques années. Et je n'ai pas entendu le mot droit cet après-midi. Donc c'est un appel pour que dans vos futurs travaux, vous accueillez les droits. Vous savez peut-être que à Genève, le Grand Conseil va décider vendredi d'inscrire le droit à l'alimentation dans la Constitution. Donc le peuple va devoir voter peut-être en mars ou en juin l'année prochaine. Si ça passe, c'est peut-être le début d'une politique au niveau politique publique de l'alimentation au niveau cantonal. Et donc là, ce serait aussi intéressant de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire une politique qui est basée sur le droit à l'alimentation? Et puis si, peut-être avec Gaëtan et Sarah, on pourra regarder, parce qu'il y a plein d'exemples que moi j'ai beaucoup voyagé avec les Nations Unies dans beaucoup de pays. Il y a plein d'exemples de très participatifs qui existent, de conseils de l'alimentation, aussi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et puis ensuite, on est dans une ville où quand même a été adoptée la Déclaration des Nations Unies sur le droit des paysans, qui a été adoptée au Conseil des droits de l'homme. La Suisse a voté pour, a appuyé le processus. Et il y a plein d'éléments de la déclaration qui sont aussi pertinents, le droit à la participation, le droit à un revenu équitable, le droit à un salaire équitable, qui pourraient aussi être discutés dans une telle stratégie au niveau genevois. Merci. Qui aimerait réagir là-dessus? En effet, on n'a pas évoqué le terme de droit. Par contre, j'ai mentionné le terme justice alimentaire. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais évidemment, il y a une vraie question politique et au niveau individuel, d'accessibilité. Aujourd'hui, on a... C'est la journée où il y a le stand pour la journée mondiale d'alimentation. Il y avait certaines personnes qui étaient là. Et puis le tagline, c'est « Leave no one behind », ne laisser personne derrière. Donc c'est un droit universel de se nourrir, et puis pas juste en termes de quantité, mais évidemment en termes nutritionnels. Et ça, j'ai l'impression qu'aux différents niveaux politiques, c'est conscientisé, c'est intégré. Après, oui, c'est un mot-clé et qu'il faudrait ne pas oublier. Donc je vous remercie pour ce rappel. Quelqu'un d'autre a envie de réagir? Alors aussi, de mon côté, merci pour cette question aussi très pertinente, parce que le droit à l'alimentation, c'est clairement quelque chose qu'on utilise souvent dans notre travail dans le pays du Sud, surtout quand on négocie avec les gouvernements pour qu'eux, ils d'abord adaptent leur politique pour justement laisser personne derrière. Et puis, mais aussi maintenant dans la discussion autour du système alimentaire, c'est vraiment notre travail comme ONG internationale de mettre en avant ces droits pour justement s'occuper des populations démunies et pauvres. Michel Roux, Forum Alimentation de Zurich. Je n'ai pas vraiment une question, mais plutôt une remarque. Je suis très content et aussi impressionné de voir comment les villes déjà maintenant sont reconnues comme acteurs pour une politique alimentaire dans le futur. Alors, et puis aussi l'exemple de Genève me montre que vous êtes déjà bien avancé. Je trouve que vous êtes mieux avancé que vous pensez, parce que le canton, la ville, le secteur privé, vous êtes déjà en route, vous communiquez ensemble. Et puis, ce qui m'a aussi impressionné de voir que la maison alimentaire Mater, est déjà financée par tous les niveaux de notre État, ville, canton et la Confédération. Félicitations, je pense c'est un bon mouvement et encourageant. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions. Olivia, c'est pas toi qui avais levé la main, non? Alors, il y avait une question derrière. Ensuite... Alors, effectivement, Genève est en avance sur des choses, comme la ville le défend, l'agenda 21 et autres fonds.
Il y a des événements dans l'année comme Festi-Terroir, maintenant le mois de l'alimentation locale et durable. Le seul souci, j'arrive pas, je suis actrice de cette, je suis cuisinière et je travaille avec des gens du canton, avec les fermes en bio et autres. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de système pérenne. On peut le voir, Gaëtan pourra le dire, le Festi-Terroir, je ne sais pas combien il y a eu de monde, mais il y a eu énormément de monde. Les cuves ouvertes, il y a 2 week-ends aussi, mais il n'y a pas de durée. Les paysans à Genève souffrent. Là, ils m'appellent. Genre, la ferme du Moniati, hier, m'a appelé, ouais, j'ai trop de légumes. Et ils ont tous trop de légumes. Genre, l'été, c'est une horreur. Il y a trop de tomates, par exemple. Cet été, ils ne savaient pas quoi faire. Il n'y avait plus personne dans la ville. Donc, je pense que c'est là où il faut qu'on sache ce que font les paysans à Genève de leur surplus. C'est un vrai souci. Est-ce que la ville, les écoles ne l'achèteraient pas? Ou alors, une autre solution, on parlait là de l'alimentation mondiale et des gens qui sont en précarité et alimentaire sur la qualité de ce qu'ils reçoivent. Est-ce qu'on leur ferait pas des paniers? Et des vrais paniers où ils mangeraient quelque chose de correct et pas des chips et des invendus de la grande surface. Voilà. Alors, moi, je vais peut-être enchaîner parce que justement, c'est exactement le point sur lequel je voulais rebondir. C'est qu'on a parlé beaucoup, effectivement, de production, d'alimentation, mais on a quand même oublié de parler d'un facteur clé, justement, c'est l'offre alimentaire. Comment elle se fait? À travers quelle filière de vente? Est-ce que le modèle actuel de la grande distribution n'est pas justement en conflit direct avec ce qu'on aimerait mettre en place pour une agriculture de transition, une alimentation saine pour tout le monde? Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. On n'a pas parlé de la grande distribution. Est-ce qu'au niveau des villes, est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus? Au niveau de la FAO, est-ce qu'il y a des idées de modèles alternatifs à la grande distribution? On a parlé hier à la conférence de l'UNIL avec certaines personnes justement qui croient fermement en peut-être plus la création d'un réseau maillé de magasins de producteurs directement. Est-ce que c'est une piste à laquelle on regarde de près au niveau international ou régional Voilà, il faudrait peut-être qu'on insiste un petit peu plus sur ces points-là qu'on n'a pas trop abordés dans cette conférence. Donc, peut-être juste avant de donner la parole au panel, parce que je pense qu'il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens-là. Alors, bon, Reto, tu as le micro. Après, il y avait aussi devant. Oui, je rebondis. Ça marche. C'est qu'effectivement, je suis très positivement surpris à quel point l'alimentation devient un vrai sujet au niveau international. C'est dans les acteurs comme ça depuis longtemps le cas. Mais où je suis surpris qu'on n'a pas parlé du tout des pouvoirs, qui décident aujourd'hui, qui distribuent. Nous, concrètement, dans les vergers, dans le quartier des vergers, on a réussi à convaincre les architectes de faire nos ateliers de transformation. On a un outil formidable dans ce quartier, mais il ne marche pas. Il faut clairement le dire. Et il ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une dévaluation à côté du franc français, non, de l'euro. Et puis, les marchés aujourd'hui ne marchent pas. Donc, l'agriculture ou l'alimentation reste une décision individuelle de chaque personne, on n'avancera pas. C'est comme le transport ou le chauffage dans les immeubles. Si chacun il décide tous les jours comment il va se chauffer, avec quelle énergie, on n'avancera jamais. On a avancé parce qu'on a pris des décisions politiques collectives. Ce qu'on veut. On ne veut plus des énergies fossiles dans le chauffage. C'est la même chose pour l'alimentation. Et je crois aujourd'hui, on va vous faire cette proposition, en tout cas pour l'année prochaine, on va essayer de commencer des expériences. Pour moi, l'avenir, c'est que si on veut prendre une décision sociétale pour l'alimentation, il faut le mettre comme des charges, comme pour le transport, comme pour les chauffages dans les immeubles. Il faut qu'il y ait une charge alimentaire qui donne une base alimentaire à chaque citoyen dans ce canton. Ça va coûter quelque chose, mais c'est comme ça on peut peut-être avancer et prendre des vraies décisions.
C'est la même chose au niveau politique. Si on veut travailler dans la commune ici avec Meyrin, il y a beaucoup de bonne volonté. Si on discute avec le conseil administratif, tout le monde est d'accord, mais il n'y a pas une personne à la commune qui est responsable de l'alimentation. C'est Migrocop qui est responsable, c'est tout. Et puis c'est les appels d'offres. On ne peut pas communiquer, on ne peut pas avoir un projet. On a un projet politique à Meyrin pour les cuisines scolaires, etc. Mais on avance à très très petits pas parce qu'il y a toujours ces trucs derrière. Il y a un appel d'offres, donc il faut être concurrentiel, il faut être ci, il faut être ça. Donc les décisions, les vraies décisions politiques, ils partent dans le sable. Et donc, je suis un peu surpris que personne ici parle de ces pouvoirs, même au niveau international. On a des pouvoirs énormes. Aujourd'hui, Amazon, ils avancent beaucoup plus vite que nous. Nous, on fait ça, des compas. Amazon, ils ont déjà 10% du marché américain. Ils sont en train de s'installer en Europe. Mais la future, c'est ça, l'alimentation. C'est la production chinoise en partie, mais c'est Amazon qui distribue. Et je ne comprends pas très bien pourquoi ces éléments-là, ils ne sont pas discutés aussi au niveau Berne, au niveau des FAO, au niveau de tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pouvoirs-là qui finalement démolissent toutes nos initiatives? Merci. Est-ce que, au premier rang, c'était des questions qui étaient dans cet ordre-là ou sinon on les laisse répondre d'abord et puis on vous donne la parole après? C'est un peu dans cet ordre-là, mais c'est comme... Alors, il y en a une en plus, donc je peux pas attendre. Alors, on va dire, je ne sais pas, est-ce que Alvin, Dominique Burgeon ou d'autres souhaitent répondre à ces différentes interrogations sur les pouvoirs en place, pour résumer? J'essaye de comment un début, pas une réponse, mais peut-être des réflexions. Je pense, en effet, les pouvoirs dans le système alimentaire, c'est un sujet qu'il faut adresser, je pense. Ça c'est clair. On est assez au début maintenant. Moi, aussi personnellement, je vois comment c'est aussi difficile d'avoir un dialogue déjà avec quelques acteurs de la distribution. Ça s'établit à fur et à mesure. On a toujours en Suisse aussi la discussion des marges, par exemple. Et alors, combien d'argent arrive à la ferme comparé à ailleurs? Cette discussion-là, on constate, oui, c'est reconnu qu'il faut avoir plus de transparence. Voilà, ça c'est maintenant au niveau de parole, au niveau des actes. C'est plus difficile. C'est aussi plus difficile, je pense, au niveau politique du Parlement, par exemple. Mais je pense qu'il faut partir d'un écosystème alimentaire. Ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs acteurs. Je pense qu'il va toujours avoir des grandes surfaces. La question, c'est quelles sont les relations avec eux et avec les petites, comment ça va s'établir. Et là, je constate aussi, chez quelques des distributeurs, il y a aussi un changement de réflexion en cours. Mais on pourra aussi, par exemple, avec un projet comme lait équitable au canton de Vaud. C'est une association des producteurs de lait qui ont fait un projet, des très bons projets pour recevoir 1 franc par litre de lait. Mais ils ont besoin des grandes surfaces afin de pouvoir vendre leurs produits. Et je pense qu'il faut penser un peu, il faut avoir une résilience au niveau des producteurs, mais une résilience au niveau des producteurs vient aussi avec une certaine diversité de la distribution. Alors je pense pas, on ne peut pas seulement vivre dans des systèmes locaux, il faut avoir une certaine flexibilité, d'où vient la marchandise et comment ça, tout ça se met en place. Mais je dois avouer, voilà, ce sont des débuts, ce sont des réflexions. On est conscient des problèmes du pouvoir, mais c'est très très difficile de changer quelque chose ici. Bon, alors moi tout d'abord je trouve cette conversation super intéressante et merci beaucoup pour tous vos points. Alors bon, on n'a pas forcément effectivement les réponses, mais je suis assez d'accord sur l'idée de dire bon, finalement c'est une question de trouver peut-être un meilleur équilibre justement entre les grandes distributions, petits producteurs, etc. C'est une question, oui mais justement il
il n'y a pas d'équilibre, mais il faudrait peut-être essayer d'aller vers là. Mais par contre, ce qui pourrait nous aider concrètement par rapport à ça, c'est toute la discussion sur le coût réel des aliments. Parce que si on parvient effectivement à avoir ces discussions sur le coût réel des aliments et mettre en évidence qu'un produit que vous produisez localement dans des bonnes conditions de production, etc., a un coût environnemental très bas, a un coût sur la santé, un impact sur la santé très bas, alors votre produit, automatiquement, il devient beaucoup plus compétitif. Et donc, je pense que ça fait partie de la réflexion qu'il faut avoir par rapport à justement ce dialogue global sur comment rendre vos produits plus attractifs, plus compétitifs. Voilà. Ne prêtons pas... J'ai vu, il n'y a pas de souci. Il y a Christine, après Bettina, mais je voulais savoir si, par rapport aux questions qui étaient, aux interventions. Je sais que Bettina va ajouter à la discussion. C'est vrai que ce que tu dis, Dominique, mais je crois que c'est aussi true cost and true value. C'est pas seulement les coûts, mais c'est aussi la valeur des produits qui est important. Et c'est aussi correct que le marché détail, Microcoop en Suisse, dans les autres pays, sont ceux qui sont ceux avec le meilleur pouvoir. Parce que les consommateurs sont pas... Tu ne peux pas les organiser. Et c'est aussi très très difficile à l'autre côté, la diversité et la quantité des paysans. Donc le pouvoir est concentré là et il faut vraiment avoir plus de transparence à une première pas pour comprendre les relations dans les chaînes de valeur et aussi de trouver des solutions où tu peux couper les chaînes, même si ce sont des chaînes d'une géographie à une autre, mais d'avoir plus de transparence aussi, de comprendre où sont les pertes et comment ils sont organisés, les différents acteurs. Mais je réjouis à ta intervention, Bettina. Moi, c'est Christine Schiffer des Jardins de Cocagne. J'avais une question, en fait, plutôt des remarques. À un moment donné, on parlait de l'agriculture numérique. Bon, on a passé comme chasse sur braise là-dessus parce que c'est un sujet très moderne, c'est vrai. Et du gaspillage, puisqu'il y a près de 50% de la production qui est gaspillée. Et dans ce contexte, je me dis que les producteurs, en fait, ne produisent pas en fonction des besoins de la population, mais ils produisent pour produire en fonction d'une concurrence, quoi. Ça marche bien, on vend. Et on pourrait justement diminuer le gaspillage en produisant vraiment en fonction des besoins, et ce qui permettrait aussi de payer correctement les paysans et paysannes qui produisent, et surtout les ouvriers agricoles dont on ne parle pas. Et ça, c'est un sujet aussi pour Sarah concernant le prix, mais aussi le salaire que les gens reçoivent pour produire des choses, et ils seront payés aux peanuts, quoi. Et ce que je voulais dire, cet aspect financier me paraissait important, et puis ce que Reto a dit, j'allais le dire avant, voilà. Donc je passe le micro à Bettina. Merci. Moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Je travaille dans 2 projets. Je suis de l'Université de Berne. Je travaille aussi avec un projet qu'on fait on fait une étude sur quelle est la signification de la transformation sur toutes les échelles et la grande distribution sur les conditions, comment on produit en Suisse. Et voilà, le besoin, je pense, les agriculteurs, ils ne produisent pas pour les consommateurs, ils produisent pour ce qui est demandé de la grande transformation et de la grande distribution. Je trouve quand même, je suis aussi d'accord avec Reto, ça c'était comme éléphant blanc, on n'a pas parlé de ça, non? On a dit, ah oui, il faut pas seulement parler de la politique agricole, il faut venir à une politique alimentaire. Alors, c'est pas l'agriculture et puis c'est des food council et entre là, il n'y a rien, non? Puis quand même, le problème, je suis d'accord, la grande surface, ça va rester, mais il faut dire que quand même, Migros ensemble, et TNR appartiennent à Migros, ils sont vers 80%.
Alors ça, il peut faire toutes les conditions. En plus, Coop, il est associé avec un grand groupe d'achat d'Europe, c'est encore pire, hein, qu'il peut même faire la pression sur des grands acteurs comme Nestlé. Alors ça, c'est vraiment maintenant un jeu qui est... Moi, je trouve que c'est un laisser-faire. Et on a quand même, on n'a pas parlé de ça, on a quand même une loi en Suisse, c'est la loi de la compétition. Et je ne suis pas sûre, c'est un peu comme Standard Oil, dans le temps-là, qu'ils ont eu tout le marché de l'huile. Maintenant, on a peu des acteurs dans le système alimentaire qui ont le marché. Et je pense, si on parle toujours, moi je suis aussi, les exemples positifs, je trouve super, je trouve très important qu'est-ce que font les villes. Et je pense même les villes, ils ont une chance pour aider à créer des filières alternatives qui peuvent supporter ça, mais quand même, ça ne suffit pas. Il faut aussi sur le niveau fédéral et national et même international parler de ce problème, parce que c'est une concentration qui ne s'arrête pas. Même si on a maintenant beaucoup des initiatives et des choses alternatives, mais si on regarde le développement en grand, mondial, la concentration va continuer. Et là, j'aimerais bien avoir un peu encore une réponse, ou qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que voilà, c'est important. Je pense que je vais laisser la parole à ceux qui souhaitent intervenir là-dessus. Peut-être dire quand même que dans le rapport du Conseil fédéral, le constat, il est là. Il est écrit, hein, noir sur blanc, qu'il y a une problématique par rapport à ça. Et puis que c'est quelque chose qu'il faut empoigner. Et surtout, si je me souviens bien, hein, dans le rapport du Conseil fédéral, au moment de, on va dire, 2030, avec une plus grande réforme de la politique agricole, pour l'instant, il y a le constat, mais il n'y a pas encore des solutions. Donc peut-être, j'essaie de transformer aussi un peu cette remarque en disant, comment est-ce que dans des discussions comme ça, par rapport à des acteurs qui sont engagés, comment est-ce que l'Office fédéral de l'agriculture, ou plus largement, je veux dire justement le Conseil fédéral, le Parlement, comment est-ce que ces nouveaux acteurs, qui sont les villes, les communes, peuvent aussi apporter des propositions de solutions pour rééquilibrer, pour donner plus de place en fait à ces filières alternatives, et comment au niveau fédéral, ce type de démarche peut être accueilli comme des solutions. Merci beaucoup. Je pense qu'on est vraiment conscient du problème de la concentration. C'était par exemple la Suisse, en collaboration avec le CNSF-FAO, que Martin préside. On a demandé à l'OCDE à Paris de nous faire une étude sur les conséquences de la concentration dans le secteur des semences, qui est quand même un des secteurs primordiaux. Alors, on est conscient de ça, on étudie le plus possible pour le moment. Et voilà, ça c'est... Après, maintenant, d'être conscient jusqu'au pas, qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'étapes que pas seulement les offices fédéraux vont déterminer, mais c'est aussi une question politique. Mais je pense, là, il y a quand même un dialogue qui se met en place au niveau international comme au niveau national. C'est par exemple la question du true cost, true value. Là, on voit, c'est vraiment un développement international qui commence à discuter de ces questions. Alors, je pense, voilà, là, il y a quand même un développement qui se fait, mais on est encore loin des solutions. Nur ganz kurz. Ich glaube, ich habe da relativ viel Hoffnung auch in der Agrarökologie, weil sie... Je te laisse t'installer. In diesem Zusammenhang habe ich große Hoffnungen in die Agrarökologie. Wir haben dort eine Erweiterung der Wertschöpfungskette hin in ein Foodsystem hinein. Einige Prinzipien der Agrarökologie gehen Aspekte an der Konnektivität, der Partizipation, geben
der Bedeutung der produzierenden Landwirtschaft als Teil des Systems und nicht nur als Output-Provider in diesem Sinn eine größere Rolle. Ich glaube, wir müssen wirklich hart daran arbeiten, dass wir dieses Konzept auch in die Strategien, die politischen, hineinbekommen, weil es dann gelingen kann, eine größere Partizipation zu haben, weil es dann gelingen kann, auch das lokale Wissen der produzierenden Landwirtschaft, die lokalen Netzwerke zu stärken. Ich glaube, das ist im Moment eine konzeptionelle Geschichte, es fehlen uns die praktischen Beispiele, aber die Auseinandersetzung mit der Agrarökologie und ihren 10 Elementen der FAO oder 13 Prinzipien ist eigentlich Wurst, weil sie haben dort wichtige Elemente, die die Ausweitung rein von einer Output-Orientierung hin zu einem aktiven Akteur im Ernährungssystem haben. Ich glaube, das ist ein sehr bedeutender Schritt, der es dann auch hilft, diese Konzentration oder Machtverhältnisse auch zu hinterfragen und anzugehen. Ich glaube, das müssen die nächsten Schritte sein. Ajouter 2 mots? Par rapport à ça, justement, je pense pour le niveau global, donc comme vous l'avez vu, il y a une prise de conscience, etc. etc. Je pense que, Alvin, tu étais au comité sur la sécurité alimentaire mondiale. C'est intéressant parce que dans le comité sur la sécurité alimentaire mondiale, il y a les gouvernements, mais il y a aussi des représentants de la société civile, il y a aussi des représentants du secteur privé. J'ai cru comprendre que pour 2024, le panel d'experts de haut niveau prévoit de produire une analyse justement sur les systèmes alimentaires urbains. Et donc, ça va être une analyse de base qui, au niveau global, permettra un dialogue qui implique à ce moment-là tous les acteurs dans une relation internationale sur cette question. Donc, vous allez me dire c'est en 2024, etc. Certes, ça va prendre encore un peu de temps, mais ça montre en tout cas qu'il y a une volonté de le CSA n'est pas la FAO. Le CSA, c'est vraiment quelque chose qui rapporte à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté de prendre cette problématique à bras le corps, d'analyser et de mettre tout le monde autour de la table, pas seulement les gouvernements, mais aussi les acteurs de la société civile et les acteurs du secteur privé. Si je peux vite encore ajouter quelque chose sur le rôle des villes et l'exemplarité de ce que les villes font. Pour nous, c'est très important parce que les villes sont eux qui travaillent sur la gastronomie publique, ont beaucoup d'influence, ont la capacité aussi de créer cet écosystème local qui va aider le consommateur, la consommatrice, la productrice, le producteur. Et je pense que ça c'est vraiment un rôle clé que les villes peuvent et doivent jouer. Et je pense que ça c'est maintenant au niveau fédéral ou au niveau international, on prend conscience de ça. C'est pourquoi on a aussi cette semaine lancé cette étude, de vraiment aller voir dans ces systèmes urbains et qu'est-ce qu'on peut apprendre pour des politiques nationaux, mais aussi qu'est-ce que peuvent apprendre les villes entre eux. Je pense que là, ça c'est une piste pour moi qui est vraiment très très importante. Peut-être ajouter un petit complément à ça pour rebondir sur les 2 remarques de Reto et Siam. C'est vrai que je pense qu'on en est à un stade où on ne peut plus simplement sensibiliser la population. On voit que malgré toute une série de projets, donc on les fait avec sincérité, mais qu'on arrive à certaines limites. On a, voilà, tu disais 15 000 ou 20 000 personnes qui viennent à Festi-Terroir, et puis quelques semaines après, on apprend que en fait, voilà, les fermes de proximité, les épiceries sont en train de souffrir. Donc on se dit où sont les personnes, où est la prise de conscience collective. Et ça montre que finalement cette possibilité que chaque individu a de se nourrir, finalement ça ne tient pas. Donc en fait on est un peu on arrive un peu à l'épuisement de la doctrine libérale, hein, c'est qui laisse le choix à chacun. Et je pense que les expérimentations, et d'ailleurs on en a parlé aussi avec Mater, que vous faites pour intégrer la question alimentaire dans un système contractuel de quartier,
en disant ça fait partie, et ça rejoint aussi la question du droit à l'alimentation. Je pense que c'est très important. Alors après, comme on arrive à faire en sorte que ce type d'expérience se généralise, mais voilà, ça pose la question, et un moment où on ne peut plus laisser le choix, et ça rejoint aussi l'internalisation des coûts externes, donc liés au transport et aux coûts sociaux, qui aujourd'hui ne sont pas dans les prix. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à ça, effectivement, on peut faire toutes les sensibilisations du monde, je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc c'était juste pour abonder dans ce sens-là. Je donne encore la parole à Rudy Lutti qui voulait prendre la parole, et puis ensuite Christine, tu voulais faire une intervention, et puis il semble qu'il y a un magnifique buffet. On ne peut pas descendre. Qu'on ne peut pas descendre, donc il va falloir monter. Donc je vous propose, comme il est déjà 6h moins 10, qu'après l'intervention de Rudy et de Christine, on clôt. Juste très courte, je suis bien sûr entièrement d'accord que la grande distribution, pas seulement dans le nord, mais de plus en plus aussi dans le sud, prend un pouvoir trop important. Et puis on a aussi vu ça bien sûr avec tous les grandes entreprises, Google et Amazon. Et puis on a vu un peu l'exemple, qu'est-ce qu'on peut faire en État pour que ces entreprises en fait payent les impôts justes. Pas seulement payer les impôts dans les paradis fiscaux, mais qu'ils payent vraiment les impôts là où ils génèrent leurs revenus. Et puis aussi, peut-être dans cette perspective, on pourrait réfléchir, en fait, les grandes distributions, Microcoop et les autres, où ils génèrent les plus grands revenus, c'est clairement dans les villes. Alors la question, est-ce que les villes sont capables de s'organiser pour justement mettre un contre-pouvoir auprès de ces organisations, auprès de ces entreprises. Ça, c'est une question, je ne sais pas. S'il y a même, on doit aussi se poser la question de la légitimité. Est-ce que les villes sont légitimes et capables de faire un contre-pouvoir? Mais théoriquement, ça pourrait se faire s'il y a une volonté politique. Après, il faut juste aussi un exemple. On travaille aussi avec des entreprises privées comme Coop qui, pour beaucoup de domaines, ils sont un peu l'avant-garde. Ils font beaucoup de choses autour d'une agriculture écologique, bio, etc. Et puis, ils sont au sein des entreprises, ils sont conscients des problèmes autour des living income, living wage. Quel est le terme précis pour, en français? En fait, le salaire vital. Le salaire vital ou le revenu vital pour les paysans, ils sont conscients et puis ils font des études à l'intérieur. Mais bien sûr, ils partagent ça parce qu'ils savent que, en fait, l'agriculture, le monde d'agriculture est en train de vieillir. Et puis, si eux, ils veulent exister dans le futur, ils doivent offrir des meilleures conditions pour attirer la jeune génération qui prend la relève après la génération qui est en train de vieillir. Il y a une conscience, mais on ne voit pas vraiment assez d'action, ça c'est clair. Christine. H. Oui. Je voulais ajouter avant, lors de la discussion, qu'en fait, la raison pour laquelle, et toi tu l'avais déjà dit au début de la table ronde, la raison pour laquelle on est ici à Meyrin, dans cette utopie devenue réalité, c'est parce qu'ils essayent un tas de nouvelles choses. Sarah l'a mentionné, est-ce que c'est une possibilité de mettre la nourriture dans les charges de loyer? Est-ce qu'on pourrait faire des bons d'achat comme on fait on vend des CO2? Est-ce qu'on peut vendre du soutien pour l'agriculture de proximité et non industrielle? Parce que, comme Christine S. a remarqué, c'est effectivement pour le climat, c'est aussi la petite paysannerie et pas la paysannerie industrielle, ou justement pas paysannerie, mais l'agriculture industrielle qui est beaucoup mieux. Et puis j'ai appris un mot aujourd'hui qui s'appelle réallocation des fonds ou de l'argent, que en fait, au lieu de, peut-être c'est une possibilité de rediriger un peu le soutien qu'on a
parce qu'on paye une partie de notre nourriture, on la paye par nos impôts, c'est clair, parce que 7% du revenu pour ce qu'on mange à la maison, ça peut jamais donner la valeur de la marchandise. Alors, est-ce qu'il y a des utopies comme ici qui sont basées sur beaucoup trop de bénévolat, qui sont pas équitables pour le point de vue social, économique? Est-ce qu'on peut au moins les utiliser pour en apprendre, pour faire quelque chose de plus général, plus viable pour tout le monde? Ça, c'était un peu ma remarque que j'avais. Et puis j'ai plein d'autres choses, mais... Merci. Je propose que véritablement, déjà, merci à tous les intervenants pour d'abord les exposés, ensuite la participation à table ronde. Merci à Agrarepo pour l'organisation. Évidemment, encore un grand merci aux interprètes qui sont au fond de la salle et qui traduisent depuis 4 heures de temps. Elles ont droit aussi à l'apéritif. Donc voilà, je vous propose en fait qu'on profite, en espérant que quelques personnes peuvent encore rester, de la partie informelle pour peut-être déjà esquisser des solutions d'avenir. Merci beaucoup.